Bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise à cette grande édition. Je suis David Carmel Ngabire. C'est une joie de vous retrouver. La justice rwandaise a officiellement lancé un ouvrage spécial compilant un rapport sur des procès liés au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ce livre servira des institutions d'enseignement du droit pour la recherche académique. Les détails. Ce document met en lumière les lois appliquées et le professionnalisme ayant caractérisé les procédures judiciaires depuis le début de la poursuite des auteurs du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Le directeur général de l'Institut de formation judiciaire affirme que ce livre est d'une grande utilité pour les étudiants et les professionnels du secteur judiciaire. La présidente de la Cour suprême, Domitila Mukanaganzwa, a salué cette avancée importante, soulignant que l'ouvrage constitue une référence précieuse regroupant les procès jugés en définitif en lien avec le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Il a également insisté sur la nécessité de produire régulièrement des rapports qui sont essentiels pour les chercheurs et autres utilisateurs en quête d'informations factuelles. Les juridictions Gacaca qui ont permis de juger un grand nombre de cas liés au génocide commis contre les Tutsis au Rwanda ont commencé leurs activités en 2002 et c'est en 2005 qu'ils ont entamé les audiences liées au génocide perpétré contre les Tutsis dans 118 secteurs du pays. Parlons toujours justice. Si le Rwanda a pu juger des milliers de dossiers relatifs au génocide perpétré contre les Tutsis, le chemin reste encore long à l'extérieur du Rwanda. La France est le pays étranger à avoir organisé un grand nombre de procès pour génocide contre les Tutsis, mais beaucoup reste à faire. C'est ce que nous explique ici Maître Richard Gisagala, qui suit de très près ces procès à la Cour d'assises de Paris. 7 dossiers sont arrivés au bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au jugement. Ces dossiers impliquaient 8 personnes, puisque l'un de ces dossiers concernait 2 personnes à la fois. Donc ces dossiers qui ont été jugés sont, d'abord il y a Pascal Simbikangwa qui a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle en 2016, puis Tito Balahira et Octavien Genzi dans le même dossier jugé en 2019 ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Puis il y a eu Philippe Paterikima Anamanié, alias Biguma, qui a été condamné en 2024 à la réclusion criminelle à perpétuité. Et il y a également Claude Mouhaïmana qui a été condamné en 2021 à 14 ans de réclusion criminelle. Laura Boutibarouta condamné à 20 ans en 2022 et qui a fait appel mais qui est décédé avant qu'il ne soit jugé en appel. Il y a également, les 2 derniers sont Sostene Mounyemana qui a été condamné en 2023 à 24 ans d'emprisonnement, à 24 ans de réclusion criminelle, et Eugène Guamutio condamné en 2024 à 27 ans de réclusion criminelle. Donc de toutes ces personnes, des 8 personnes que je viens de citer, il n'y a que 3 qui sont condamnées définitivement, Pascal Simbikangwa, Tito Balahira et Octavien Genzi. En ce qui concerne Philippe Paterikima Anamanié, alias Biguma, lui, il a été jugé au premier degré en appel et nous attendons dans les jours à venir une décision de la Cour de cassation qui soit va confirmer sa condamnation qui deviendra définitive ou alors qui prendra une autre décision. Alors, de ces dossiers également, ce que je peux dire également, c'est que dans le dossier Tito Balahira et Octavien Genzi, il est également terminé sur le plan civil puisque les parties civiles, les victimes qui ont réclamé des dommages et intérêts, les ont obtenus. Ils ont obtenu environ 4 millions de francs rwandais à chacun. Et donc voilà, c'est pas grand-chose compte tenu du chagrin que ces personnes les ont causé puisque ce sont des dommages et intérêts ou alors compte tenu des personnes qu'ils ont perdues. Mais voilà, c'est au moins un geste symbolique qui permet de dire que la justice reconnaît aussi l'existence des parties civiles et reconnaît également leur droit à être dédommagés, à être indemnisés suite aux faits qui ont été jugés. Donc c'est aussi une chose dont il faut se réjouir. Donc à côté de ces dossiers donc, qui ont été jugés, il faut aussi garder à l'esprit que dans les jours qui viennent, il y a des dossiers qui vont revenir
qui vont revenir. Bon, je vais en parler tout à l'heure, mais il faut rappeler qu'il y a une trentaine de dossiers qui sont aujourd'hui pendant devant la justice française, qui sont à des degrés divers. Il y en a qui sont au stade de l'instruction, il y en a qui sont toujours au stade de l'ouverture de l'information judiciaire. Donc, c'est des dossiers qui sont à des degrés différents. Dans les jours à venir, il y aura des procès qui vont revenir à l'audience. Déjà, donc, dans 4 semaines, nous débuterons le procès en appel de Sosthène Mouniemana. Puis, en janvier de l'année prochaine, nous aurons celui de Claude Mouaïmana. Ce sont des dossiers qui viennent en appel. Puis, en juin prochain, si je ne me trompe pas, nous aurons également le procès en appel du docteur Eugène Roy-Moutio. Alors, à côté de ces dossiers, il y a également donc, ceux qui progressent à des vitesses variables ou ceux qui viennent de se réveiller et dont on devrait avoir des nouvelles dans les jours à venir, notamment celui de Itaïe Marcel, qui est poursuivi pour des faits qui ont eu lieu à Mobuga, à Gihita, dans l'ex-préfecture de Kibouye, ou celui de Safari Madjaliwa, qui est aussi poursuivi pour des faits qui ont eu lieu à Nyaza. Il y a également le dossier de Agathe Kanziga, l'épouse de l'ex-président Abiyarimana, soupçonnée notamment d'être à la tête du fameux Akazu de triste mémoire. Donc, dans ce dernier dossier, le parquet a fait appel de la décision du juge d'instruction de clôturer l'instruction sans la mettre en examen. Et ils ont également contesté le fait que le juge d'instruction a refusé l'extension des infractions et de la période pour laquelle elle est poursuivie. Donc c'est un dossier dont nous entendrons certainement parler une nouvelle fois dans les mois à venir. Voilà donc un état rapide sur l'état des dossiers relatifs au génocide actuellement en France. La grande édition continue, place à la page culture de cette grande édition et nous allons aborder le thème des opportunités que présente le secteur de l'art et des investissements dans l'industrie créative rwandaise. Nous allons accueillir là tout de suite Manzi Mbaya, c'est un danseur professionnel, un chorégraphe rwandais dont le talent, le travail et la renommée ont fait le tour du monde. Il a travaillé que ce soit ici au Rwanda et en Afrique, mais aussi dans plusieurs autres endroits, le Brésil, enfin, je ne vais pas tous les citer parce que sinon on en ferait toute une grande édition. Bienvenue Manzi Mbaya dans cette grande édition. Oui, vous êtes parmi les artistes les plus visibles et les plus reconnaissables dans le domaine de la danse et de la performance. Et j'aimerais que pour ceux qui nous découvrent, mais aussi parce que c'est toujours un plaisir d'entendre ça, revenir sur vos débuts, votre parcours brièvement. Est-ce que vous pouvez nous ramener un peu au début de votre carrière et comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Merci beaucoup, David. Oui. Ça me fait toujours plaisir de parler de mon travail. Et je dois avouer que ça fait un bail que je suis danseur. Mais pour le moment, je me vois comme un artiste multidisciplinaire. Parce que je me suis retrouvé à être producteur aussi, à produire des événements, mais aussi le théâtre et la danse. Et ça a commencé, ça fait plus de 15 ans déjà. Et j'ai commencé très jeune et j'ai grandi ici au Rwanda. J'ai commencé comme danseur et après j'ai découvert différentes disciplines comme le théâtre, comme producteur de podcasts et tout ça. Et j'avoue que la journée continue et c'est toujours comme ça, je suis artiste et je m'amuse bien, quoi. Absolument. C'est très bien que vous ayez évoqué justement ces différentes casquettes. On va parler de ça tout à l'heure. Mais dans ces différentes casquettes, il y a d'abord l'organisation d'événements ou la production d'événements, notamment Move Africa, qui est un grand rendez-vous en termes de danse. Ici au Rwanda, ça se passe ici au Rwanda assez régulièrement. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce concept et de cet événement. Oui. Merci. En fait, comme je te l'ai dit, j'ai commencé comme danseur. Oui. Et après quelques années en faisant la danse, j'ai réalisé que j'avais besoin de créer une société. J'avais besoin de faire aussi en sorte que j'ai créé une communauté là où on va vraiment créer des productions, des théâtres ou des événements. On va vraiment s'exprimer. Mais notre première collaboration, ça a été avec Global Citizen, qui a amené le Move Africa, Kendrick et tout le monde.
Et après, on a collaboré avec la Trace Awards. Mais notre événement qu'on avait commencé, c'était le Move Africa Dance Camp. C'était un événement, et c'est un événement où on réunit différents danseurs de la région, du Congo, de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie. Et on a réussi de faire un événement à 3 jours où on a eu des ateliers, des danses, on a eu des panels de discussion. Et pour moi, cette expérience a été vraiment une belle expérience parce que j'ai réalisé que quand on met le travail sur la connexion dans la région des Grands Lacs, mais aussi vraiment d'agrandir sur l'Afrique, mais aussi voir comment peut-on s'inspirer dans la région comme des artistes et danseurs. Et là, je pourrais dire que notre société, c'est une société vraiment des artistes, mais des artistes qui veulent aussi montrer à notre communauté que vraiment il est temps que les gens ils comprennent qu'il y a beaucoup de choses à raconter au monde. Le Rwanda a plein d'histoires, on a l'art qui est basé à notre histoire, mais on doit aussi savoir que ce n'est pas vraiment l'histoire qui est focalisée sur la tragédie de 1994, c'est vraiment avant la colonisation. On a toujours été un pays extraordinaire avec une culture extraordinaire. Alors, mon but avec ma société, c'est vraiment de créer des productions et de pouvoir raconter notre histoire nous-mêmes. D'accord. Ouais. Et alors, tu es artiste dès le départ, danseur, chorégraphe. Ouais. Tu te diversifies, tu commences à faire du théâtre, tu commences à faire, à faire des podcasts, ouais. À créer des plateformes pour d'autres artistes. Ouais. Est-ce que c'était aussi une volonté dès le départ de diversifier, de faire tout ça, d'avoir une entreprise à toi, ou c'est venu comme une nécessité pour encore mieux accomplir ton travail ou ton art? Ben, ça, c'est un bon point. Je trouve que avec mon parcours, j'ai réalisé que être un artiste, c'est aussi aimer sa communauté. C'est aussi vraiment regarder. Je grandis à Nyamirambo et j'ai vraiment regardé, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ma communauté, mais aussi vraiment à aider la génération qui va venir derrière moi pour voir comment on va évaluer comme des artistes, mais aussi comment on va faire notre communauté bouger. Et dans mon enfance, j'ai trouvé que c'était vraiment difficile de s'exprimer comme une artiste. Et là, je me suis dit, ça serait bien que je crée un podcast. Et j'ai appelé le podcast The Journey Podcast. Et c'est un podcast là où je m'assois avec des artistes, des créatifs, et on parle de notre vie de quotidien et on parle de toutes nos expériences, des hauts, des hauts, des bas, et vraiment avec le but vraiment de s'inspirer entre nous, mais aussi inspirer les gens qui nous écoutent. Et là, je trouve que ça a toujours été un côté difficile pour moi en grandissant, de ne pas voir... Au Rwanda, on a eu plein d'artistes, mais j'avais su qu'il n'y avait pas de documentation qui était suffisante pour le travail que tous ces artistes ont fait. Et moi, je me suis dit quel rôle et quel but ou quelle vision que j'ai pour contribuer à ça. Et c'est comme ça que je suis venu avec le podcast. Le podcast, c'est tout ça. Et c'est très vrai que c'est une belle fenêtre sur la vie, l'esprit, le travail artistique et des personnalités qu'on aime bien dans le domaine créatif. Alors, pour un artiste comme toi, que signifie aborder l'art à travers le prisme de l'économie créative? Lorsqu'on parle d'économie créative, qu'est-ce que tu entends par là et comment tu le vis en tant qu'opérateur de ce secteur? Honnêtement, je trouve qu'il est temps. Il est temps que soit les artistes entre nous, soit le gouvernement, soit le public, que tout le monde sache que c'est très important aussi de savoir que on est très riche dans notre culture déjà. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on inspire le monde, on arrive. Parce que déjà, je trouve que notre gouvernement il fait du bon travail avec le Visit Rwanda. Et je pense que aussi, avec l'art, ça pourrait aussi contribuer même plus. On est très fort dans le basket et je suis sûr qu'on est très fort aussi dans le théâtre, on est très fort dans la danse, dans la musique. Et c'est là où on va en fait. Et je trouve que déjà, Kigali, le Rwanda en général, on est un centre. On est un centre dans notre région et je trouve que toute l'Afrique est déjà heureuse et fière de nous. Et je pense que déjà, c'est vraiment très important qu'on parle de l'économie
comment on peut pousser cette économie et comment nous, les artistes et les gouvernements ensemble, comment on peut se réunir et vraiment créer du travail, du contenu qui pourra vraiment pas seulement développer des artistes, mais aussi nos communautés. Il y a plein de talents dans chaque communauté au Rwanda et je trouve que dans le passé, il n'y avait pas vraiment ce sujet pour l'aborder. Et pour moi, je dis que il est temps en fait. Il est temps en fait qu'on prend les créatifs et les artistes pour des contributeurs à cette vision que nous, on a comme le Rwanda qui veut inspirer l'Afrique et le monde en général. Parce que, comme je te l'ai dit, on a plein d'histoires à raconter. Ce n'est pas seulement des histoires tragiques, c'est vraiment des histoires du Rwanda, de notre art, de notre musique, de notre danse. Et si on ne le fait pas, qui d'autre va le faire? Absolument. Oui, et avant de te laisser partir, on a envie de savoir, parce que je ne sais pas si tu peux nous le dire, ou si on va devoir attendre quand le moment sera bon. Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent? Est-ce qu'il y a des camps Move Africa? Est-ce qu'il y a des performances, des spectacles? Je ne sais pas. Écoute, il y a plein de projets qui arrivent. Et pour le moment, je me suis concentré à ma société, mais je me suis aussi concentré à ma carrière personnelle comme artiste et j'aime apprendre beaucoup. Et j'ai eu une opportunité d'obtenir une bourse. Et là, je vais passer beaucoup de temps à Bordeaux, en France, là où je vais poursuivre l'ingénierie projet culturel et interculturel. Pourquoi ça? Parce que j'avais vraiment pris mon temps pour observer. Je suis que j'ai voulu plus d'expérience comme une personne qui est très engagée dans la culture pour apprendre et vraiment revenir à Kigali et faire ma contribution à cette carrière que j'aime tant. Et ouais, la suite, c'est à Bordeaux et Bordeaux-Kigali entre les deux et j'espère que tout va se passer bien, quoi. D'accord. En tout cas, j'allais dire c'est malheureux que tu partes, mais c'est aussi très bien parce que c'est aussi une autre façon d'inspirer la nouvelle génération. On apprend toujours, même quand on est au sommet de notre art. Merci beaucoup Manzim Baya, chorégraphe, danseur, entrepreneur culturel. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps et bonne chance pour ces nouvelles aventures. Merci à vous. Oui, la grande édition continue sur Rwanda TV. Et cette fois-ci, parlons du Rwanda et du Congo-Brazzaville. Une délégation du ministère de la Construction, Urbanisme et Habitat de la République du Congo-Brazzaville a clos une visite de 5 jours au Rwanda dans le cadre de la réalisation du mémorandum d'entente signé en 2021 entre la Société de promotion immobilière de la République du Congo et l'Office rwandais de l'habitat concernant la coopération technique dans le domaine de l'habitat, urbanisme et construction de logements sociaux et abordables. Le directeur de cabinet audit ministère congolais le docteur Julio Nganongo au CERE et la délégation qu'il conduisait ont apprécié le processus de demande d'octroi des permis de construction à l'aide du numérique ici au Rwanda. Suivez-le. Le système est assez mature et c'est un système qui nous a inspiré parce que nous avons également ce projet de mettre en place le même type de système de délivrance de permis de construire à court terme, c'est-à-dire dès 2026. Et je pense que dans l'ensemble, nous sommes totalement satisfaits et que nous pourrons copier les bonnes pratiques d'ici pour au final les implémenter chez nous en République du Congo. Le système en soi fonctionne très bien puisque les acteurs, que ce soit les acteurs qui interviennent au niveau du système et que ce soit les populations, comprennent les enjeux et ne peuvent plus se passer du système. La toute petite amélioration que nous pouvons suggérer, c'est que quand l'usager fait la demande du permis de construire, il faut l'encourager. Parce que quand il n'a pas aussitôt le permis de construire, il peut rapidement tomber dans l'informalité, dans l'autoconstruction informelle. C'est pour ça que nous avons suggéré un système d'alerte, de sorte que dans le délai de 30 jours, si l'acteur qui traite le dossier ne réagit pas aussitôt, il faut qu'il y ait une alerte qui rappelle la nécessité de vite
intervenir pour peut-être délivrer le permis de construire ou encore peut-être pour suggérer certains éléments à compléter dans le dossier. C'est la toute petite suggestion que nous pouvons faire. Sinon, dans l'ensemble, le système est mature, hein, puisqu'il a commencé depuis 2012. Là, nous sommes en 2025. Il a eu le temps de grandir, de mûrir, de s'implanter et de s'intégrer dans les pratiques en matière de construction ici au Rwanda. La grande édition continue. Cette délégation congolaise a également rendu hommage au leadership du Rwanda pour les facilités mises en place pour améliorer la qualité des services rendus aux citoyens. Quand vous voyez un pays qui fonctionne, vous voyez cette facilité de mobilité entre Kigali et Rubavu, nous avons été. Quand vous voyez comment la ville fonctionne ou comment la ville fonctionne, au-dessus, il y a des autorités qui ont une vision. C'est pour ça que je rends hommage au gouvernement et particulièrement à son Excellence, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, pour sa vision. Et ce n'est pas qu'une seule vision, mais c'est aussi une réalité. Et moi, j'inviterais ceux qui ne connaissent pas le Rwanda encore, qui ne connaissent pas Kigali, de visiter, d'apprécier une ville qui vit, une ville très propre, saine, une ville verte. Et je pense que beaucoup de villes occidentales pourraient jalouser Kigali. Et j'ai beaucoup apprécié que ce soit à Kigali, de jour ou de nuit, il y a une totale sécurité, que ce soit à Rubavu, il y a une totale sécurité, même dans la circulation entre Kigali et Rubavu, vous voyez même la discipline des automobilistes. Vous voyez même le comportement des agents de policiers de la route, des routiers, et qui abordent les routiers, les automobilistes avec beaucoup de respect, avec beaucoup de courtoisie. Et il est difficile de séjourner à Kigali sans avoir envie de ne pas revenir. C'est-à-dire que c'est une ville qui donne envie de vivre, de visiter. En tout cas, je n'aurais pas beaucoup à dire. Hein. C'est une ville humaine, saine et qui se rapproche de la ville durable, qui est une ville durable d'ailleurs. Grande édition que vous suivez sur la télévision rwandaise. Revenons à notre page, à la deuxième partie de la page culturelle de cette grande édition. Nous nous tournons cette fois-ci vers donc nos deuxièmes invités en marge du sommet Africa Creative Economy Lens, organisé par Africa in Colors et Africa Creative Alliance sous le thème Investing in Africa's Creative Industries for Sustainable Growth, ou investir dans l'industrie créative africaine pour un développement durable. Aujourd'hui, nous recevons deux invités participant à cet événement. Mohamed Doumbia, directeur exécutif du Fonds africain pour la culture, et Abdoulaye Konaté, artiste plasticien malien de renommée internationale. Ensemble, ils vont partager leur perspective sur l'avenir de l'économie créative en Afrique et le rôle de la culture comme moteur de développement durable. Bienvenue à cette grande édition. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Oui. Alors, Mohamed Doumbia, en tant que directeur exécutif du Fonds africain pour la culture, comment voyez-vous l'impact de nouveaux modèles de financement sur la durabilité de l'économie créative africaine? Okay, merci bien. Alors, aujourd'hui, par rapport à l'économie créative, il faut remarquer d'abord que nous sortons d'une crise depuis la crise de la Covid à la crise financière actuelle. Donc, le financement du secteur reste difficile, elle n'est pas facile, mais il y a des initiatives comme le Fonds africain et comme d'autres initiatives de financement. Alors, l'économie move, l'économie créative, c'est un secteur vraiment en plein essor sur le continent. Et on peut remarquer qu'elle représente une grande manne financière, plus de 30 millions d'emplois, et sur le continent 3% du PIB. Donc, elle est vraiment une alternative de développement pour le continent. Donc, il est très important aujourd'hui que ce secteur qui est énorme
qu'il va falloir accompagner. Mais cette dynamique va être vraiment un grand pourvoyeur d'emploi, certainement, à travers surtout l'entrepreneuriat jeunes et femmes qui font de sorte qu'ils la positionnent dans un positionnement très important. Mais ce qui est important aujourd'hui en termes de financement qu'il faut retenir, c'est que pour que cette dynamique de l'économie créative sur le continent puisse être mieux financée, il faudrait vraiment une conjonction, une convergence des initiatives de financement dans un accompagnement vraiment qui va faire de sorte que le financement va être plus accessible aux acteurs, plus adapté et aussi plus efficace. Donc il faut que le financement converge comme ça. Et pour réussir cela, il faut forcément un travail triple. En fait, il faut un partenariat du secteur public et du secteur privé, mais surtout avec un regard aussi des barrières internationaux pour un peu mesurer les risques liés à ce secteur. Oui. Et Abdoulaye Konaté, vos œuvres explorent des thématiques profondes liées à l'identité africaine, au conflit ou à l'environnement. Selon vous, quel est le rôle que l'art peut jouer dans le développement durable et dans la transformation des sociétés africaines? Merci et bonjour. C'est vrai que je travaille des thèmes essentiellement de société, mais quand vous regardez l'histoire du continent africain, l'histoire des cultures africaines, elles sont essentiellement basées sur l'humain. Comment entretenir, comment développer le vivre ensemble, comment faire que la société s'écoute, marche ensemble. Et je me suis engagé sur ce thème pour un peu adoucir la souffrance humaine. Parce que tous les conflits, tous les problèmes d'environnement que nous sentons jouent sur notre personnalité, jouent sur notre développement. Donc, on sait que l'art, l'essentiel, la matière première sur laquelle l'art travaille, c'est l'humain, c'est l'esprit. Et donc, c'est une chance pour nous d'avoir ce matériel comme matériel de travail et qui est le développement humain. Alors, un peu pour conclure, c'est une question qui va s'adresser à vous deux. Le Rwanda ambitionne de devenir un carrefour créatif pour l'Afrique. Selon vous, quelles actions collectives sont nécessaires entre gouvernement, secteur privé, artistes pour transformer cette vision en réalité et créer surtout des opportunités qui sont durables pour la jeunesse africaine qui est dans le domaine artistique? Alors, merci beaucoup. Je pense que le Rwanda, avec l'organisation, quand même, le fait d'accueillir déjà cet événement qui est créatif, de rencontre de ce forum, il est important que le Rwanda se positionne. Mais aujourd'hui, nous, au Fonds africain, nous sommes présents parce que nous avons initié quand même eu des échanges en amont avec African Color, dirigé par notre ami Raoul Ramanga, pour essayer nous voulons plus nous positionner aussi en Afrique de l'Est pour accompagner des projets innovants et à impact social fort. Donc on va travailler avec lui en tant que représentant un peu pour cette zone de l'Afrique en tant que point focal pour travailler à accompagner des projets financiers. Donc au-delà de là, il y a ces partenariats privé entre ces collaborations, mais aussi il faut une collaboration plus large, comme je le disais tout à l'heure, entre État, investisseurs, secteur privé et aussi acteurs. Donc, pour que il faut que l'État quand même puisse créer les conditions régaliennes qui peuvent permettre aux acteurs d'être plus autonomes, en fait, à travers la mise en place d'un statut de l'artiste, plus de mobilisation des ressources, des droits des auteurs envers les artistes, mais aussi créer les conditions pour que le secteur privé
surtout le secteur privé, puisse s'intéresser davantage à l'industrie créative, surtout en termes de financement à travers les banques. Mais surtout, il faut que nous continuions à accompagner, comme on le fait au Fonds africain, pour la culture et les acteurs culturels pour qu'ils soient de plus en plus autonomes, qu'ils soient des entrepreneurs autonomes qui peuvent faire face vraiment aux défis en fait, du secteur créatif. Absolument. Merci. Heureusement, le temps nous fait défaut. C'était une conversation passionnante qu'on aurait bien aimé encore plus développer. On espère qu'on aura l'occasion de le faire. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.